21h, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur votre tribune panafricaine Ouro Africa, justement qui a presque 48 heures de la célébration d'un moment important de la vie du Cameroun. On parle du Cameroun ce soir, de la session du président Paul Biya au pouvoir. Ouro Africa braque ses projecteurs sur le renouveau, mais avec plus d'acuité sur un pendant, le penchant idéologique du renouveau. Je parle là de l'axiome rigueur et moralisation. Nous avons justement essayé, et nous allons le faire sur ce plateau, de revenir sur ce concept, de revenir justement sur les grands axes du renouveau. Je l'ai dit, 42 ans, c'est dans pratiquement 48 heures aussi. Rigueur, moralisation, est-ce toujours une réalité? A-t-elle jamais existé cette rigueur, cette moralisation lorsque l'on observe, on interroge le parcours justement du renouveau à la tête de l'État du Cameroun? Peut-on dire aujourd'hui que les deux concepts ont été un vœu pieux? Se sont-ils exprimés? S'expriment-ils encore? Puisque nous sommes en date ou alors en veille d'anniversaire de ces 42 ans-là, nous en parlons ce soir sur la tribune panafricaine. Nous sommes au Cameroun, nous restons au Cameroun et cela me permet de prendre une légère transition pour tout de suite après vous présenter ceux qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite. Retour avec beaucoup de bonheur sur le plateau de Ouro Africa. Vous nous attendiez, nous sommes là justement chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun pour mettre sur la table et évoquer avec beaucoup d'analyses et beaucoup de réflexions les grands problèmes panafricains et africains. Et ce soir, nous allons revenir sur un concept qui marque et qui fait réagir au Cameroun. Nous allons questionner le renouveau et son concept de rigueur et de moralisation. Et pour le faire sur ce plateau, 5 invités et 5 présents. Je commence par ma droite proche avec un habitué et habituel de Ouro Africa. Lui, il nous vient de la société civile. Jean de Dieu Evuna, pour ne plus le présenter, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Barga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés. Je crois que nous serons à la mesure et à la hauteur de cette thématique aussi bien importante qui date de 42 ans. 42 ans, sensiblement, j'avais quelques 3 ans. Jean-Dieu, je ne sais pas, je vous sens assez timoré ce soir. Rassurez-vous, rien n'a changé. C'est pas parce que nous évoquons le renouveau que vous allez... Rassurez-vous, vous êtes sur Ouro Africa, c'est votre tribune panafricaine. Chaque lundi, lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun, lui, il est homme politique, il fait son baptême de feu sur Ouro Africa. C'est le coordonnateur du Front, Monsieur Anissé Nanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Stéphane, et bonsoir à tous les panélistes
qui nous regardent partout dans le monde. Et je salue aussi le panel ici présent pour que l'émission soit vraiment à la hauteur des attentes du renouveau depuis 1982, tel qu'on le dit. Il faudrait bien donc sur cette table que les disputes, les échanges doivent être constructifs et non démagogues. Merci, Monsieur Nanga. On va essayer justement d'avoir des échanges constructifs. Pour le côté démagogue, je ne sais pas, mais je continue sur ce plateau l'exercice qui est le mien, celui de présenter ceux qui nous accompagnent, et je m'en vais vers ma droite un peu profonde avec mon confrère, lui aussi as de la plume, d'épée par excellence, Timothée Somba, qui justement aujourd'hui nous a présenté une autre casquette sur laquelle je ne reviens pas ici. C'est le journaliste qui m'intéresse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Je peux me permettre de dire nos millions de téléspectateurs. Une fois de plus, mon bonheur est heureux d'être sur cet espace, ce podium, cet agora, ô combien select pour parler des questions qui préoccupent l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Votre thématique m'intéresse davantage parce qu'elle nous plonge là dans un sujet sur lequel il serait naïf de penser qu'on n'a rien à dire. Merci Timothée et Somba. Je m'en vais vers ma gauche extrême avec un titulaire de Ouro Africa. Lui, c'est la société civile qui justement oriente et canalise son analyse. Jean-Moïse Mbok, docteur, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent ici. Et ailleurs, j'ai envie de saluer particulièrement le PDG de cette grande boîte, parce que je l'ai toujours dit, ce n'est pas évident d'avoir plusieurs structures sur la communication et garder quand même le cap de sa communication malgré tous les challenges et les péripéties que nous connaissons. Donc je voudrais le saluer aujourd'hui, saluer naturellement sa famille qui certainement l'accompagne dans ce défi et qu'on ne salue pas souvent. Donc voilà, je Madame Dieudonné-Veil. Voilà, je salue son époux, saluer les enfants, saluer toutes les équipes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour que la structure se porte bien. Je sors en saluant. Est-ce que je vais saluer ou m'étonner des silences du chef de l'État? Parce que je crois que moi j'apprends de son silence, que c'est pour ça qu'on arrive à cet âge-là, avec tout ce qui se passe dans le pays. Je salue ça, et puis M. Msenge va certainement nous donner plus de détails sur cette question. Je veux saluer mes frères de la Guinée équatoriale, parce qu'on a souvent parlé dans la CEMAC du Cameroun, du Gabon, du Tchad. Et la Guinée a donné le pion à tout le monde, avec le tout-puissant Balthazar, qui a fait en fait ce qu'on n'a jamais vu, que ce soit en Afrique ou dans les PDG, c'est 60, PDG c'est petit. Lui, il est à 400. Non, lui, il a fait le quadruple de la chose. On le dit comme ça peut faire rire parce que c'est insolite, mais il y a déjà les morts. Il y a les morts et on imagine bien les conséquences dans les foyers. Comme quelqu'un disait aujourd'hui, quand déjà ta belle famille ne t'aime pas et on te voit dans une vidéo comme celle-là, je crois que ton sort est scellé. Combien de familles, combien d'enfants seront dans la détresse à cause d'une partie des jambes en l'air? Combien de familles, et même la sienne, parce qu'elle est avec la femme de son petit frère, la femme de son oncle. C'est quand même fort. Monsieur Balthazar, je ne sais pas qu'est-ce qui vous inspire ou qui vous a commandé ce que vous avez fait là, mais vous avez souillé l'Afrique. Merci Jean-Moïse Mbok. Nous, on ne va pas coller de commentaires à cette malheureuse actualité qui nous vient du pays frère, la Guinée équatoriale. On va plutôt accueillir quelqu'un qui a le RDPC dans la peau, dans le sang, et dans la tête. Simon Messengue, pour ne pas le nommer, il est parmi nous, très enthousiaste, certainement dans les préparatifs de l'anniversaire dans 2 jours. Oui, l'anniversaire dans 2 jours, c'est pas l'anniversaire du RDPC. C'est l'anniversaire de la transition, du moins de l'alternance pacifique par les mécanismes de l'évolution du pouvoir au Cameroun. C'est dire que le Cameroun a un long passé et une longue habitude de
d'alternance par les mécanismes de dévolution constitutionnelle du pouvoir. Ça l'a été avant les indépendances, ça l'a été le 6 novembre 1982 et ça le sera toujours. Mais mes pensées vont aujourd'hui à l'endroit d'une femme de regrettée mémoire, Njoko Frida. C'est une martyre de la démocratie. Elle est tombée, les armes à la main, lundi, le lendemain de la diffusion du film documentaire Paul Biya en grand homme d'État au destin prodigieux à Bamenda. Bamenda, pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui se disait dans les réseaux sociaux, Bamenda a accueilli avec face et solennité. Simon Mességué, restons sur la mémoire de Dame Frida. Oui, justement, je vais parallèle sur la fête. Non, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je parle de martyr. Et donc, elle a pris son courage de faire savoir à tout le monde, elle a mobilisé pour dire allons participer, allons regarder ce qui va se passer dans ce film. Alors que nous attendions 200 à 300 personnes et plus de 5000 personnes. Et le lendemain de cela... Vous avez vos chiffres? Oui, c'est les chiffres, non, c'est pas nos chiffres. C'est les chiffres... C'est bon, Mességué. Alors, l'essentiel, on vous accueille sur le plateau, c'est pas l'objet d'un débat qui va être de télé. Ce n'est pas un débat, c'est vous qui voulez en faire un débat. Alors, vous avez salué la mémoire de Dame Frida, on va passer à autre chose. Je vous dis pourquoi je salue la mémoire. Allons-y. Bon, je suis en train de dire ceci, les chiffres, on appelle ça les données militaires. Parce que les militaires, quand on veut sécuriser un endroit, on vous dit on peut sécuriser tel nombre de personnes. Et voilà les chiffres. Et donc, le lendemain matin, elle a été lâchement assassinée. J'ai été surpris de ce que les directeurs de conscience autoproclamés étaient plutôt dirigés vers d'autres choses, mais je n'ai pas vu une déferlante pour dire ça en est de trop. Même le RDPC n'a pas... Merci. Nous en avons parlé de cela, nous avons vécu le deuil, nous continuons à vivre ce deuil. Je salue donc la mémoire de cette grande dame, ce martyr de la démocratie, Njoko Frida. Merci. Merci Simon Mességué. Nous aussi joignons nos voix, la mienne en l'occurrence, pour saluer la mémoire de cette brave Camerounaise, lâchement assassinée par cela. Obscurs et lâches assassins justement qui ne sont pas partisans d'une république où toutes les sensibilités s'expriment. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons revenir ou alors mettre les pieds dans le plat. Nous allons dès à présent évoquer la thématique principale qui nous interpelle durant ces presque 1h40 ou 30 minutes. On va évoquer justement le renouveau national. Alors, Jean de Dieu Vouna, je vous sais très pointu sur ces questions de gouvernance, de rigueur, de moralisation. Quand on évoque renouveau national, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'observateur du monde, lorsque vous êtes au Cameroun et qu'on parle de renouveau national? En tant que citoyen du monde, citoyen camerounais, le renouveau me rappelle d'abord mon enfance. Mon enfance parce que toute mon enfance, ma jeunesse sont incarnées par ce qu'est le renouveau. Et mon analyse ce soir sera portée sur des jugements de fait, de vérité, d'utilité, d'éthique et d'esthétique. Commençons par les plus simples, pour qu'on puisse entrer véritablement au cœur du sujet. Lorsque nous parlons du renouveau, nous partirons du libéralisme communautaire. Oui. Aux grandes ambitions, en passant par le bout du tunnel pour arriver à amorcer des grandes réalisations et focaliser notre regard vers l'émergence 2035. Lorsque ceci est dit, il faudrait donc essayer d'analyser le concept même de rigueur et moralisation qui était celui-là de venir, ce concept qui était censé apporter un changement radical, tant sur le plan sociologique que sur le plan politique. Car, disait-on à l'époque, d'après ce que j'ai appris de mes parents, il y avait trop de corruption, il y avait trop d'abus, il n'y avait pas de bonne gestion. À l'époque déjà aussi? Oui, c'est pour le concept part d'une vision politique. Donc, lorsque j'ai planté le décor en parlant
du libéralisme communautaire, des grandes ambitions, du bout du tunnel, des grandes réalisations et de l'émergence en 2045, nous voyons clairement qu'un cap est fixé, une vision est développée et déployée. Mais maintenant, cette vision est sous la bannière de la rigueur et la moralisation. Et je dis donc pourquoi rigueur et moralisation? Parce qu'on a jugé que le précédent régime n'avait pas fixé le cap sur la rigueur. Donc il y avait des malversations financières, il y avait des vols et autres. Je comprends ainsi. La moralisation, on juge que les gens n'étaient pas vraiment outillés à l'éthique. C'est pour ça que j'ai parlé de jugement d'éthique, de jugement de vérité, de jugement d'utilité, de jugement d'esthétique. Donc c'est sur ce prisme-là que moi j'ai fait mon analyse. Et lorsque je suis dit, qu'est-ce que nous avons? Il y a donc été planté une politique de gouvernance de la part de ce concept. Mais malheureusement, je pourrais porter mon analyse sur deux axes, l'axe endogène et l'axe exogène. Je voudrais d'abord donner l'axe exogène avant de rapidement endogène. Pour qu'on puisse avancer endogène ici. Avant de parler de l'axe exogène. Nous avons constaté très tôt que cette politique de gouvernance a été, et cette vision a été plombée par l'hypercentralisation de l'administration camerounaise, par des détournements de fonds qui ont fait corps avec ce système de gouvernance, par la corruption endémique, par l'ethnotribalité du système labellisé par l'équilibre régional, par le libertinage des consciences sous le prétexte de la tolérance administrative et par la gestion des postes politiques. La gestion des postes politiques par l'élite administrative en lieu et place de l'élite politico-technique qui reçoit des mandats électifs. Voyez-vous, je vais commencer par la fin. Vous ne pouvez pas être un homme politique et que vous avez reçu un mandat. Vous allez constater dans des pays dits démocratiques, on peut prendre, après les élections, par exemple législatives et municipales, on peut être voté député, mais le président sollicite votre action et juge que vous pouvez être ministre au lieu de rester député et votre suppléant prend votre place. Nous sommes dans une société où l'élite administrative occupe tous les postes politiques. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas un mandat électif, mais il est ministre pendant 12 ans. Il est fonctionnaire, un agent public est ministre pendant 20 ans. Sur la base de quoi? Alors qu'on met un député, et après chaque mandat, on ne laisse pas. On met sur les postes politiques la gestion du pays. Ceux qui ont les mandats électifs, ceux qui ont été votés par le peuple. Nous pouvons regarder, par exemple, à la métropole et partout ailleurs. Mais nous avons eu une très belle vision, un très beau concept, il faut le dire, qui était vraiment, quand on parle de grandes réalisations, on parle de grandes ambitions, on a vu des chantiers engagés, mais cela n'a pas forcément abouti tel qu'on s'attendrait à cause de cette hyper-centralisation dont j'ai évoqué, où tout est géré à Yaoundé. On quitte Maroua, Kousseri, pour venir chercher un document à Yaoundé. Oui. On vous a attentivement suivi. Vous avez évoqué l'aspect rigueur. Je vous retire la parole. Je reviendrai pour vous donner la parole sur l'aspect moralisation. Je me tourne vers M. Anissé Nanga. Alors, beaucoup supputent sur le renouveau d'aujourd'hui. Parce qu'il y a le renouveau d'hier qui justement suscitait beaucoup d'enthousiasme et d'espoir lorsque le président Paul Biya arrive et impose véritablement ces concepts-là inhérents à la rigueur et à la moralisation. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 42 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on en retient? La ferveur est-elle toujours la même? Ou alors les expériences passées ou récentes ont fini par faire croire aux Camerounais et aux Africains qui regardent cette affaire de très près que justement les ambitions d'hier en termes de régulation de la vie publique, en termes de morale, sont restées des slogans, peut-être des vœux pieux, mais qui se sont très vite confrontés à la réalité de notre pays, inhérente à la corruption et au détournement des deniers publics. Oui, merci de me passer une fois de la parole. Je voudrais déjà d'abord qu'on commence d'abord par une certaine terminologie de la chose. Lorsqu'on parle de renouveau, cela veut dire renaissance. Lorsqu'on parle de renaissance, cela veut dire un nouveau programme, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation vers
le landerneau qui nous accompagne vers la vie meilleure. Mais lorsque nous faisons état de vie, depuis 1982, je n'étais pas né, mais je suis au courant de l'histoire. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons au quotidien, je peux dire que le renouveau et la rigueur, je ne vois pas cela. Ça ne s'exprime pas, puisque lorsque on est en train de parler de rigueur, la rigueur s'impose sur tous les arcanes de la République. Oui. Et lorsque cela n'est pas visible, au contraire, moi je pense que nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle la totalité inhérente d'une société à laquelle qui est vassalisée par des systèmes, je ne sais pas d'où ça vient, et il y a des politiques exogènes qui imposent leurs lois à Bratacabranca aux pays africains. Je peux aussi me dire que si le président de la République peut-être n'a pas pu faire asseoir certains de ce programme, il est évident qu'il y a des influences qui se mêlent de partout. Mais le problème aujourd'hui, c'est la conscience, la moralisation. Elle est où? Elle a disparu en 82 ou en 2024. En 2024. Merci. C'est ça. Merci, monsieur Anissé Nanga. Je me tourne vers Timothée Essomba, un observateur des faits sociaux comme moi. Alors, Timothée, le renouveau, slogan, concept, idéologie, ferment de partis, en quoi est-ce qu'il s'exprime lorsqu'on lui adosse de façon quasi automatique rigueur, moralisation? Ces concepts ont-ils été véritablement implémentés? Aujourd'hui, nous sommes presque 40 ans, 42 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont été à la manœuvre de ces concepts sont arrivés au bout de leurs objectifs? La rigueur et la moralisation ont-elles vraiment accompagné le renouveau? Ou alors, on s'est souvent servi de certains aspects de la rigueur et de la moralisation pour donner l'illusion qu'elle existe véritablement dans la vie politique au Cameroun? Merci Stéphane pour cette question. Somme toute un peu embarrassante, mais bon, je vais essayer de répondre. Moi, je pense que lire le renouveau sous le prisme de ces concepts qui forment une sorte de duo est assez réducteur. Parce que la rigueur et la moralisation ne peuvent pas constituer les piliers d'une gouvernance. On gouverne à partir d'une idéologie, d'une vision. On gouverne à partir d'un programme économique, maintenant, dont l'efficacité peut dépendre de l'attitude. Parce que la rigueur et la moralisation rentrent dans le volet attitude. Maintenant, rigueur, moralisation. Est-ce pour dire qu'avant 1982, il n'y avait pas de rigueur? Est-ce pour dire qu'avant 1982, il n'y avait pas de moralisation? Jean de Dieu, vous nous renseignez qu'il y avait beaucoup de détournements et de corruption avant 1982. Si le concept a été créé, ça veut dire ça? Parce que, pas forcément, ça peut aussi être un concept qu'on impose, un nouveau, sans que forcément ça ait été le contraire avant. Non. Et justement, c'est là où je voulais arriver. Aujourd'hui, nous avons un certain âge, nous avons des témoignages de nos parents, de nos grands-parents, qui nous relatent ce qui se passait à une certaine époque. C'était la rigueur au sens dur, c'était même le rigorisme qui frisait la répression. La loi sur la subversion existait, la censure médiatique existait. C'est la preuve que le concept de rigueur est arrivé à un moment donné de façon inadaptée. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous partez d'une société close, si je m'en tiens à la définition, à la distinction opérée par Karl Popper qui distingue les sociétés closes des sociétés ouvertes. Vous ne pouvez donc pas partir d'une société close, liberticide, à une société ouverte, libertaire et penser rigueur. Donc, dès le départ, les concepts ont été faussés. Les concepts n'ont pas été faussés, mais les concepts étaient cosmétiques. Parce qu'il y avait déjà la rigueur. Jugement d'esthétique. Il y avait déjà la rigueur.
Est-ce qu'il n'y avait pas la moralisation? Il y avait déjà la moralisation. Regardez comment nous nous comportons aujourd'hui. Les goûts de nos dirigeants, la boulimie foncière, la boulimie matérielle, la boulimie financière, les détournements. Je ne vais pas aller au niveau de la Timothée Somba. Ce sont donc... Pourquoi ceux qui nous regardent ne soient pas perdus dans nos aisances de maîtrise de la langue française, je pose une question simple. Sous le président Ahidjo, il y avait plus ou moins de détournements qu'aujourd'hui. À la lecture uniquement des faits, Oui. on a l'impression que sous le président Ahidjo, les gens étaient plus sobres qu'aujourd'hui. Oui. Maintenant, il pouvait y avoir des détournements masqués parce que le contexte liberticide ne permettait pas aux gens de s'exprimer, de se mouvoir et d'être tellement à l'aise, parfois à farouter en public, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, Donc, là, vous allez dire qu'aujourd'hui, les gens étaient moins dispendieux. C'est qui subodore qu'ils détournaient moins. et qu'aujourd'hui, le renouveau en termes de rigueur n'a pas tenu la promesse. C'est pas que le renouveau n'a pas tenu de promesse. Si vous me permettez de... Allez-y, allons-y rapidement pour que d'autres personnes peuvent nous Il y avait déjà la rigueur, il y avait déjà la moralisation. Étant dauphin constitutionnel, le président Paul Biya, qui est l'incarnation personnifiée du renouveau, avait besoin d'asseoir une légitimité populaire. Alors il fallait recourir à des mots qui peuvent, qui vont charmer les Camerounais afin de les rallier à sa cause. Oui. C'est légitime. Tout nouveau dirigeant... Donc c'est à cela uniquement que les concepts-là ont été mis Non, à la publique. ils ont été mis sur la Rigueur, table. moralisation pour charmer, pour s'attirer la sympathie, faveur. oui, et l'empathie du peuple. Ce qui est normal, il en avait besoin. Parce que lorsque vous héritez d'un fauteuil par voie successorale, Oui. vous êtes carencé de légitimité. Vous avez donc besoin d'asseoir votre légitimité auprès des populations. On le voit au Gabon avec Oligui Nguema, qui a des slogans comme ça, des choses qui existaient déjà, mais dont il donne l'impression qu'il est l'inventeur. Moi, c'est normal. La vraie question, c'est, lorsqu'on a donc choisi comme attitude qui doivent optimiser le libéralisme communautaire, qui est en réalité le programme politique, l'idéologie de la gouvernance de l'homme du 6 novembre 82. On a donc décidé comme attitude la rigueur et la moralisation, ce qui est bien. Est-ce qu'on s'est doté des bons outils, des bons moyens pour que la rigueur et la moralisation nous permettent effectivement de décoller? Moi, j'ai l'impression que on a brandi la rigueur et la moralisation, mais le soubassement matériel qui devait les rendre optimales n'a pas été implémenté. Par exemple, on ne peut pas dire rigueur dans les années 82-90 et venir adopter l'article 66 en 96. C'est comme si on a mis la charrue avant les bœufs. Et le fameux article 66 qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas implémenté. On ne peut pas dire rigueur dans les années 90 et venir créer le TCS dans les années quasiment 2000. On aurait dû commencer par ces outils, la CONAC, la NIF. Ce sont les outils par lesquels on aurait dû commencer parce que ce sont eux qui incarnent la rigueur. On ne peut pas dire moralisation et on supprime des émissions éducatives telles que Déviance de Mendozé. Regardez le problème des mœurs aujourd'hui. On ne peut pas dire moralisation et libéraliser tous azimuts les jeux de hasard et encourager la prolifération des débits de boissons ainsi que des boîtes de nuit. On ne peut pas dire moralisation et réduire les espaces de loisirs. Loisirs ludiques éducatifs au profit des espaces de loisirs business compétition que sont les stades et autres. Donc, le problème qu'il y a eu est que le président Paul Biya est pris, parce qu'il était premier ministre, donc il était au cœur de la gestion, est pris d'ambition pour le Cameroun. C'est arroger une vision, mais qui n'est pas arrivé au moment opportun. Merci. Aujourd'hui, si vous me permettez de chuter par là, aujourd'hui que nous avons et la vision
créer les outils. Il faut donc que le président Paul Biya et nous tous, utilisons un lien qui va permettre de créer l'adéquation entre la vision qui est bonne, les outils qui sont déjà là, mais qui ont de la peine à se mettre ensemble parce que le contexte congénital a été biaisé. Merci Timothée Somba. Jean-Maurice Mbok, on a l'impression, et c'est ce qui se lit en filigrane lorsqu'on écoute le DP, que justement on a tout l'appareil en termes de rigueur, en termes de moralisation, mais peut-être c'est l'outil, l'humain qui nous manque le plus. Est-ce que c'est à ce niveau qu'il faudrait interroger les manquements justement du concept de rigueur moralisation 82, 2024? On a l'impression à observer la société que justement on est en train de nous éloigner de la barre qui avait été fixée par le président, qui justement entrevoyait déjà ce vers quoi nous allions et a estimé qu'il fallait adosser ces principes idéologiques sur ces deux concepts. Alors il faut dire que quand le président Biya prend le pouvoir, il s'arrange à mettre sur la table une nouvelle réflexion politique, question de consulter les acteurs avec qui il va travailler, prendre leur point de vue, leur logique et ce qu'ils estimaient être prioritaire. J'ai envie de dire ici, sans essayer de dédouaner quiconque, que pour le libéralisme communautaire, là, ce n'est pas la seule idée de M. Biya. Il y a des éléments qui sont pris de l'UPC, on ne réinvente pas la roue, mais à côté de ça, il y a naturellement ses collaborateurs qu'il a consultés, avec qui il a échangé, pour adopter une attitude et un fonctionnement qui devrait amener le Cameroun dans la prospérité. Oui. On lui accorde le bénéfice de la bonne volonté et ses collaborateurs. Il ne faut pas avancer en éludant les paramètres qui pourraient être à ce moment-là un piège. Lesquels? Premier paramètre, c'est les paramètres extérieurs. On est à quoi? 20 ans des indépendances. On sait très bien que pour un pays comme la France, toute notre zone était le précaré. Le premier combat qui se lève, c'est justement ce combat extérieur. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est au niveau de ces fameux plans, finalement, quinquennaux qui sont en train de mourir parce qu'on se rendait bien compte de l'impertinence, bon, peut-être l'impertinence, ce n'est pas le mot, de l'improductivité de ces différents programmes-là. Il fallait repenser. Mais beaucoup rétorquent aujourd'hui que le Cameroun s'est plus développé avec ces fameux plans quinquennaux, qu'après là, il n'y a plus rien eu. Non, non, c'est pas vrai. Chacun va donner son avis, va donner sa lecture, mais vous n'avez qu'à regarder les infrastructures que nous avons aujourd'hui pour quand même, on parle des faits sur ce plateau. Si ces fameux plans quinquennaux avaient développé le pays comme certains le disent, on ne serait pas à courir après les stades comme Olembe, comme Japoma et ainsi de suite. On ne serait pas en train de courir. Donc vraiment, dans la progression... on joue toujours à Madouaïzo. On ne joue pas Olembe et Jean-Maurice. Quand tout le monde parlait, je laissais les autres parler. Je dis simplement que je ne suis pas en train de dire non plus que M. Amadouaïzo n'a rien fait. Ce serait injuste. Non, ce serait injuste. Il y a eu un premier président qui a fait ce qu'il a fait et nous saluons ce qu'il a fait. Je dis simplement que quand le deuxième président arrive, il arrive avec une idée, un projet, un concept, mais il y a des événements malheureux qui arrivent qu'il ne faut pas éluder. Quand on fait un rendu de l'histoire, on rappelle quand même, mais c'est pour ça que nous sommes là, pour rappeler quand même certains faits. Et je dis bien, ce n'est pas pour dédouaner quiconque, parce que c'est la fin qui vous fera comprendre que ce n'est pas pour dédouaner quiconque. M. Biya, je l'ai dit quand je saluais son attitude, c'est que j'ai toujours reproché une seule chose à notre président, c'est qu'il exagère dans la confiance qu'il fait à ses collaborateurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification. J'en veux pour preuve l'affaire des mallettes qui sont perdues entre New York et Yaoundé, où il a quand même demandé les preuves, après qu'on lui ait fait un compte rendu de la chose. Donc, cette attitude, dans un pays comme le Cameroun, avec ces intelligences qui savent parfois virer, mais d'une manière très négative, dans le détournement, dans la gabegie, dans le désordre et dans une envie non pas vraiment de faire le travail pour lequel on est là,
mais pour montrer qu'on est un très proche collaborateur du président et qu'on est puissant. Alors finalement, quand on a un chef qui ne tape pas sur les doigts, on ne va qu'aller dans le Ce mec qui ne tape pas sur les doigts avec autant de ministres et de hauts cadres de la République en prison. Ça a commencé quand? Et puis arrive quand? Mais je dis que depuis là, on part d'un concept où il pense qu'il a un projet qui peut marcher. Je veux prendre les piliers du libéralisme communautaire, parce qu'il faudrait qu'en faisant une transposition, qu'on voit ce qui est fait aujourd'hui. Premier pilier, liberté d'entreprendre. C'est ça qu'il pense. Quand il pense le Cameroun, il estime que tous les Camerounais peuvent entreprendre, apporter de la plus-value dans cette nation. C'est pour ça que ce qu'on va décrire aujourd'hui, le débit de boissons et ainsi de suite, peut-être dans cette logique d'entreprendre, on dit à tout le monde, entreprenez, mais entreprenez responsable. Et vous connaissez les Camerounais, on entreprend parfois de manière complètement irresponsable. Est-ce qu'on entreprend aujourd'hui? Allez questionner. La solidarité, le fait de soutenir, de se tenir ensemble, de se comporter vraiment comme les Camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui on se comporte encore vraiment comme les Camerounais? On se comportait comme les Camerounais avant? Mais bien sûr. Avant, est-ce que vous aviez ce problème de Bamileke, Bassa, Ewondo, Eton? Non, il n'y avait pas ce problème. Ça, c'est des pans, c'est des éléments qui ont marché sur le renouveau. Il faut dire ce qui a marché. Et ce qui est en train de se casser la figure, parce que, à mon sens, il a plus manqué de coercition, de contrôle et j'ai même envie de dire, d'excès de pouvoir du chef. Parce qu'il faut rappeler qu'un chef est le chef, ce n'est pas un chef cosmétique. Le troisième élément qui entre et qui nous met en difficulté, c'est justement ces fameuses histoires de droits de l'homme, et puis les relations internationales, et puis il faut relativiser dans ceci, il faut modérer dans cela. Puis arrive la crise économique que nous connaissons tous. Puis arrive malheureusement pour le chef de l'État, certains de ses collaborateurs que moi je qualifie de bizarres. De bizarres parce que quand vous avez un ministre qui peut dire aujourd'hui que les routes ne sont pas bonnes parce que l'eau entre dans les routes. J'ai envie de me coucher sur la tête. Parce qu'il y a un problème très fort. Soit les ingénieurs qui conçoivent ces routes-là n'ont pas prévu des rigoles. Et je crois quand même que quand on fait les routes et qu'on est ingénieur, on a quand même un minimum de maîtrise de la structure des routes. Et même la pluviométrie. Mais quand le ministre dit ça, est-ce qu'il est en train de passer un message subliminal pour dire que je n'ai pas le total contrôle sur l'activité que le patron m'a confiée? Parce que M. Nganou Messi n'est pas bête, c'est un administrateur civil, soit qu'il est hors échelle. Donc quand les gens comme ça parlent, vous comprenez qu'il y a un malaise, un peu comme le DGSN a dit, que chacun fasse son travail. On comprend qu'il y a un malaise, mais on arrive au malaise. Pourquoi? Parce que justement, peu importe les piliers, le troisième pilier, l'interaction entre la liberté et la solidarité. Quatrième pilier, l'ancrage dans les réalités sociales, consommons camerounais. La fonction régulatrice de l'État démocrate. L'État régule, l'État encadre. Mais, quand on prend certains points, Stéphane, laissons le vivre ensemble. Parce qu'on est en train d'arranger ça aujourd'hui. Et il faut dire merci à Dieu. Parce que en 2018, en 2020, vraiment c'était compliqué d'être Bamileke, d'être Betty, d'être dans ce Cameroun. Aujourd'hui, je crois que c'est tombé. C'est mort de sa belle mort. Tellement c'est idiot. Alors, le chef de l'État met sur pied une structure. Quand il met la structure, il faut que les Camerounais comprennent qu'on a un chef, c'est vrai, mais il y a les hommes avec lesquels il travaille. Et aujourd'hui, on lui a fait ses reproches, on lui reproche de ne pas contrôler, de ne pas avoir la main sur les gens à qui il fait extrêmement confiance. Mais maintenant, j'ai envie de parler à ces gens-là aussi. Est-ce que vous croyez que vraiment le chef de l'État, celui qui va venir faire les routes, celui qui va venir gérer Néo, celui qui va venir gérer, on se retrouve dans un contexte où la première conséquence, le premier choc qui nous amène dans des véritables problèmes au Cameroun, c'est justement ces détournements massifs qui ne sont pas maîtrisés, où l'État s'endette, il faut rembourser la dette avec les efforts du contribuable, mais l'argent n'a pas servi à ce à quoi ça devait servir. Donc finalement, c'est deux trous. Parce que vous prenez l'argent que vous remboursez, mais les gens travaillent et ça part dans le vide. Alors, à ce niveau-là, on se retrouve aujourd'hui dans un cas où on aura beau accuser la rigueur et la moralisation, on aura beau questionner les programmes du chef de l'État,
il faudra aussi que les Camerounais aient l'honnêteté de questionner les collaborateurs du chef de l'État et les citoyens que nous sommes. Merci Jean-Moïse Mbok. Simon Messengue, je vous vois vous impatienter. Vous avez donc la parole. Le renouveau est questionné ce soir sur ce plateau. La rigueur et la moralisation sont-elles une réalité? Beaucoup s'interrogent. Eu égard justement, Jean-Moïse Mbok le signalait avec emphase au détournement, j'ajoute massif, qui sont constatés. Eu égard justement à la vie sociale qui semble de plus en plus délétère au Cameroun. Le président Paul Biya trouve un Cameroun, beaucoup diront assez prospère, un Cameroun en paix, un Cameroun avec le vivre ensemble plus ou moins affirmé. Mais aujourd'hui, le Cameroun du président Paul Biya, du renouveau, 42 ans après, ressemble-t-il au Cameroun que le président Paul Biya a trouvé? Y a-t-il eu amélioration? Y a-t-il eu dégradation de la qualité de vie? Les Camerounais nous regardent certainement dans leur vie. La vie du RDPC. En réalité, beaucoup de mes camarades du RDPC disent qu'on ne laisse pas assez de temps aux communicants du RDPC de s'exprimer dans les plateaux de télévision privée. J'espère que ce ne sera pas le cas. C'est pas vous qui pouvez le dire sur Info TV. S'il vous plaît. Je relève juste ce que les camarades disent souvent. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne du sujet et qu'on soit dans la logique de la superficialité. Le 4 novembre, c'est aujourd'hui que le président Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun indépendant, a décidé de démissionner. Je rappelle que le président Amadou Ahidjo a été consacré héros national en 1991. Donc, oui. Pour ce faire, c'est quelqu'un pour qui nous devons avoir un immense respect. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais qui est toujours du pays. Qu'est-ce qu'il dit? Entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous le dites, c'est pour dire quoi? Je rappelle une réalité. Le président Amadou Ahidjo est hors du pays. Le président Amadou Ahidjo ne vit plus. Mais il est à l'intérieur du pays. C'est vous qui le dites. Je suis en train de vous dire que il est de façon atemporelle héros national dans ce pays. Ça, c'est une vérité vraie. Alors, qu'est-ce qu'il dit le 4 novembre? Quand il démissionne, il dit ceci. Je vais juste paraphraser ce qu'il a dit. S'il reste beaucoup à faire dans la grande et longue œuvre de construction de notre cher et beau pays, nous avons ensemble accompli, après les indépendances, la réunification, l'unification, des progrès considérables dans tous les domaines. Notre pays dispose d'atouts importants, l'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse et une jeunesse dynamique, solide et fructueuse, et de fructueuses relations d'amitié, de coopération en Afrique et dans le monde. Ce sont ses propos. Oui, c'est-à-dire un Cameroun. Ça veut dire que ce sont ses propos. Parce que nous communiquons avec l'opinion, donc il faut leur donner ses propos. Oui. Que chacun en fasse ce que vous avez dit. Chacun fait son opinion. Alors, donc ne leur prêtez pas d'opinion, laissez-leur faire eux-mêmes leur opinion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Amadou Ahidjo, le 6 novembre, parce qu'il démissionnait, sa démission prenait effet dès le 6 à 10 heures. Alors, donc, ces mots traduisaient quoi concrètement? Sachons faire le bilan. Ces mots traduisaient que le 6 novembre, le PIB du Cameroun était de 7,56 milliards de dollars US. Une population de 7 millions d'habitants. L'espérance de vie était de 49 ans. L'indice de développement humain était de 0,4. Le revenu annuel par habitant était de 850 $. Le ratio de la population pauvre en fonction de la population nationale était de 40%.
la population urbaine était de 33%. Non, mais c'est deux détails là. Nous sommes en 2024. Non, écoutez, monsieur Mbarga, nous sommes sur le plateau. Non, pas besoin de. Monsieur Mbarga, c'est mon temps de parole. Je dis ceci, je fais le point, l'état des lieux. Vous avez voulu qu'on fasse le procès du. Non, monsieur Mbarga, j'ai un problème et je risque que vous soupçonnez de vouloir édulcorer la vérité. Laquelle, Simon Messi? Puisque la vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes dans le superficiel. Alors je vous dis, voilà l'état des lieux en 82. La thématique. Alors, de ce fait, 2 ans. Laissez le je vais vous dire une chose, je refuse cela parce qu'en réalité, c'est justement ça qui fait que on disait dans l'international que vous communiquez très mal sur votre pays. Nous sommes en train de faire l'anniversaire de l'alternance au pouvoir. Alors vous êtes dans la logique de dire, vous n'avez aucun élément, je vous apporte des éléments de preuve et qu'on en discute. Nous questionnons les 42 ans de les gars. Avant de questionner, bon Dieu, c'est ça. Avant de questionner, bon Dieu, on fait des lieux. Alors je voudrais dire ceci pour mon temps de parole. Pour mon temps de parole, je fais des tas de lieux et je vous dis ce qui est aujourd'hui et dans ça nous allons discuter. Alors, mais aujourd'hui, voilà ce que le président a dit. Si je vous dis, aujourd'hui, alors, c'est ce que je suis en train de faire. Allons-y. Permettez à l'opinion de savoir ce que l'État, ce que Amadou Ahidjo a laissé et où nous en sommes. Et chaque jour, alors, j'étais en train de dire ceci. Donc, quand on a fini de dire cela, je rappelle que le budget de l'État du Cameroun en 82, de juillet 82, en juillet 83, était de 520 milliards de francs CFA. Très bien. 42 ans. Ahidjo a seulement géré en 82. Non, j'ai dit. Non, alors 42 ans plus tard. Je fais le bilan. La méthode je voulais écouter. Si vous voulez, non, faites le sujet. Vous ne jouerez pas cela. Vous ne pouvez pas. 42 vous n'avez seulement vous avez un stylo, prenez mon note, ce n'est pas vous avez si on décide de faire un plateau. Parce que à une fois on fasse le bilan d'Ahidjo sur je refuse le bilan d'Ahidjo quand tu sortis dans les plateaux de télévision, vous me laissez finir. Parce que vous me laissez finir, vous me laissez finir. Sinon, mais je refuse donc le sujet. On fait le point. Oui, vous allez, on va discuter. Arrêtons ce jeu de démagogie. Vous refusez que les autres parlent. Alors, vous voulez quelque chose en thématique. Laissez-moi faire. On va me regarder après. Laissez-moi faire. 42 ans plus tard. Je dis ceci. 42 ans plus tard. Oui. Voilà les faits. Et sur les faits, nous allons discuter. Alors, nous avons donc 42 ans plus tard, et je parle de 2024. Oui. Le PIB du Cameroun est de 52 milliards de dollars US. De 7 milliards à 52 milliards de dollars US. Le Cameroun a environ 30 millions d'habitants. Sans CNI. Son revenu annuel moyen par habitant est de 1710 dollars. Son espérance de vie pour les hommes est de 61 ans, pour les femmes est de 63 ans. Oui. L'indice de développement humain qui fait 0,4 est de 0,663. Le ratio de pauvreté, et on parlait de ça dernièrement, vous en avez parlé, on vous disait que 10 millions de Camerounais sont pauvres aujourd'hui. Ça représente 30%. Alors, le dernier recensement de la population. Camerounais vivent avec moins de 1000 francs. Maintenant, oui, ça veut dire qu'ils sont en deçà. Non. Ils sont en deçà du seuil de pauvreté. Mais c'est non de ce fait. Nous continuons. Le taux d'alphabétisation qui était de 42% est de 71%. Oui. La population urbaine est de 62,7%. Oui. Nous avons aujourd'hui, au départ, nous étions dans un état dirigiste.
parce que beaucoup de personnes ont parlé de rigueur et moralisation, ils ont confondu rigueur et autocratie. Nous étions dans la dictature, parti unique, et donc c'est le Léviathan qui décidait de tout. Nous sommes sortis de l'autocratie. En 59, il y a la démocratie au Cameroun. Non, il y a le pluralisme politique, mais pas la démocratie. Il faut faire attention avec le pluralisme et la démocratie. Mais nous sommes alors, sans démocratie, oui, bien sûr. C'est un élément, mais ça ne convainc pas. On ne peut pas dire c'est par exemple il y a pluralisme. Je vais continuer pour dire que, justement, nous étions donc dans un état autocratique. Avec l'avènement de la démocratie, il y a eu des libertés individuelles. Nous sommes dans la rigueur. La rigueur est encadrée par la loi. C'est dans la rigueur, la rigueur s'opère dans la loi. La sévérité, l'autocratie. Sinon, mais c'est une question. Alors, je continue. Non, je ne continue pas. Je relance. Sinon, ça devient un monologue. Je relance. Pourquoi je vous pose des questions. S'il vous plaît. Sauf si vous voulez aujourd'hui. Non, moi j'ai un problème avec vous. Je laisse vous retirer la parole. Véritablement. On fait, je vous pèse, je vous relance. Sinon, ça devient un monologue. S'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, 10 minutes que vous vous exprimez. Ah bon, voilà. J'ai commencé à... Voilà. Simon avec 18. Non mais écoutez, je pose une question et vous y répondez. Allez, ça ne se fait pas. Alors, vous évoquez la rigueur. Aujourd'hui, justement, en 2024, sur des faits sociaux, sur la qualité de vie, sur la gouvernance, comment expliquez-vous qu'il y ait, par exemple, un aspect de gouvernance simple que une brave Camerounaise a dénoncé il y a quelque temps, professeur Ndouabi, qu'il y ait des ministres qui soient par exemple PCA dans plusieurs structures. En termes de rigueur, cela ne pose pas de problème. Lorsque l'on sait qu'un directeur général, c'est 9 ans maximum, et qu'il y en a certains qui sont à 30 ans, cela ne pose-t-il pas de problème? Là, c'est la rigueur. En termes de moralisation, comment est-ce que vous comprenez qu'il y ait cette élite, cette bureaucratie gouvernementale qui a pignon sur rue, qui presse dans des marchés, qui justement semble mener une vie qui n'est pas celle d'un fonctionnaire. Est-ce que la rigueur et la moralisation qui ont été prônées par votre champion sont toujours d'actualité? Répondez simplement, Simon Messengue, pour qu'on puisse faire un débat. Vous voulez que je réponde par oui ou par non, ou vous voulez que j'argumente? Argumentez! Très bien. Je suis en train de vous dire ceci. Le professeur Ndouabi vous a dit que les gens ne peuvent pas faire. Je mets ça entre guillemets. Vous a dit parce que c'est la loi aussi. Moi, je n'ai pas vu cela. La loi, justement, cette loi qui est née en 2017, et je peux vous dire, je vous mets à défi, elle-même à défi, que quand on nous montre un directeur général sur cette loi, la loi n'étant pas rétroactive, sur cette loi qui a fait, pour le cas des directeurs généraux, 9 ans, et qui n'a pas été renouvelée, ou alors pour le cas des PCA, 6 ans. Vous voulez vraiment qu'on cite des directeurs, Simon Messengue? Depuis 2017, partie de la loi. Depuis 2017, je dis 2017, c'est pour ça que je dis, oui. Je vous ai dit, la rigueur est encadrée par la loi. Vous voulez qu'on fasse un débat, faisons un débat. Faisons pas dans les ragots. De ce fait, je vous le dis, il n'y a aucun directeur général au Cameroun, depuis 2017, qui a 9 ans d'ailleurs, on est en 2000. La décence. Nous sommes à la décence. J'ai un problème avec vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où c'est un débat. Non, vous posez des questions. Lorsque je fais une réflexion et qui ne confisque pas votre état. Généralement, moi quand je vous écoute, je prends des notes. Et moi je ne vais pas venir de parler. Pour le bien des téléspectateurs, monsieur pourrait faire je vais dire que le bilan que j'ai donné, qui a été interrompu parce que les gens ne veulent pas comprendre la vérité, fait état de ce que Paul Biya est un parfait gestionnaire. Et donc de ce fait, je veux qu'on aille dans les ragots, mais je veux au moins que si nous avons une crédibilité à défendre sur ce plateau, que nous allons sur des faits et sur des chiffres. Merci. Je vous ai donc dit que, pour cela, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en prison, qui sont des premiers ministres, qui sont ainsi de suite. Ça veut dire que c'est la rigueur. Vous entrez, vous allez à marge de la loi.
La loi vous frappe. Ce n'est pas au président, c'est la loi. Merci Simon Messengue. Permettez qu'on prenne un autre son de cloche sur le plateau. Jean de Dieu et Vouna, vous trépignez d'impatience. La parole est à vous. Mais justement sur l'élaboration et surtout le feedback de Simon Messengue, on a l'impression justement qu'on est au pays des anges, qu'au Cameroun tout va bien, alors qu'il n'y a qu'à sortir et se promener un peu dans les rues de Yaoundé pour voir ces visages tendus des Camerounais, pour voir justement, je ne vais pas revenir sur la polémique des routes, mais circuler dans Yaoundé il y a 30 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit réduit à ce spectacle désolant qu'on peut constater en termes de qualité de vie? Il ne se passe pas de jour sans augmentation démentie par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que la rigueur et la moralisation, comme le pensait quelqu'un, n'ont été qu'un slogan et qui relevait tout simplement de la cosmétique pour accompagner une idéologie? S'il y a quelque chose que le président Paul Biya nous inspire, ce sont ses silences et son honnêteté intellectuelle. Mais nous avons l'impression que ces créatures et les militants de son parti n'ont pas adopté ces qualités, d'où je dirais que monsieur Simon Messengue cesse d'être un malhonnête intellectuel. Parce que lorsque nous parlons des problèmes de la République, le premier à dénoncer sa gouvernance, c'est le président Paul Biya. Dans tous ses discours. Dans tous ses discours. Et il ne faut pas que M. Messengue essaye de nous distraire. Parce qu'il n'y a rien à venir dire. Tu ferais mieux de venir répéter les discours du chef de l'État sur lesquels nous nous appuyons que de nous balancer, venir nous faire le bilan du président Ahidjo. C'est une malhonnêteté intellectuelle, monsieur. Arrêtez de nous prendre pour des fous. Mais bon Dieu, on est où? On parle de... la thématique parle de la rigueur et la moralisation. Tu viens nous dire les PIB de M. Ahidjo et de ses budgets. Ça a quoi à voir avec vos 42 ans? Soyons sérieux. Une fois que vous l'avez dit, allons sur le sujet. Oui, une fois que c'est dit, nous le disons et nous reprenons simplement ce que le chef de l'État dit lui-même. Que sa gouvernance ne va pas bien. Vanter qu'il y a eu il y a tout un gouvernement en prison, est-ce que ça va alors bien? Dire qu'il y a 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 1000 francs par jour, c'est bien? C'est ça la rigueur et la moralisation? Non. Pour répondre à la question des routes, nous constatons que non seulement le chef de l'État, les gouvernants même, c'est-à-dire ses proches collaborateurs, il y a une polémique qui est là aujourd'hui. Un ministre s'en prend aux autres ministres et au gouvernement. Il n'est même pas premier ministre. Mais on ne peut pas venir s'asseoir ici et dire que non, tout va bien. Pour nous citer le PIB, les choses sur les papiers. Alors que les Camerounais n'ont pas de route. Alors que Etambafia, on plonge en plein Yaoundé, dans des lacs en pleine route. Hein? Alors que nous sommes partis des nids de poules pour des lacs et en plein goudron. Hein? Alors que les ministres se lancent des pics pour dire que rien ne va. Est-ce que c'est nous qui inventons ici? Est-ce que c'est nous qui disons que ça ne va pas? C'est notre quotidien. Et le chef de l'État le sait. Hein? Et il le dit, à la fin d'année, nous attendons qu'il va encore le dire. Le 11 février, il va encore parler ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être honnête et de dire que nous avons échoué ici et de nous ressortir quelques aspects que nous, on voudrait même sortir? Que, par exemple, la gouvernance de 42 ans, au niveau international, nous disons oui, il y a eu des avancées. Nous avons été brisés des chaînes, d'une certaine manière, de l'impérialisme, du néocolonialisme. On a constaté que les accords coloniaux n'ont pas été renouvelés. C'est au compte du président Biya. Nous avons gagné Bakassi, c'est au compte du président Biya. Nous avons aujourd'hui multiplié les partenariats avec d'autres pays, alors que ce n'était pas comme ça sous le règne du président Ahidjo. C'est au compte du président Biya. Et ça, monsieur le Thierry, c'est ça la communication il faut prendre ce genre de pan, que d'essayer de vouloir nous distraire à dire que tout va bien. À l'international, les 42 ans, nous avons vu la rigueur, nous avons eu une diplomatie et tout le monde le loue. Nous avons gagné des Coupes d'Afrique, notre drapeau s'est hissé au plus haut sommet, nous avons des champions en sport, nous avons des intellectuels qui sont distingués dans des multiples pays. Oui, ça c'est au compte du renouveau. Ça c'est au compte de ces 42 ans, c'est au compte de la rigueur de la moralisation. Mais la politique intérieure, c'est nul et nul. Parce que ça ne va pas.
tout n'est pas mauvais, tout n'est pas mal. Sur le plan international, nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers de notre président. Nous sommes fiers de 42 ans. L'image du Cameroun a été vendue. Alors, à ce niveau, Jean-Dieu Vouna, oui. Nous sommes à 42 ans, justement, la célébration est annoncée. Mais cette célébration s'accompagne aussi de souhaits de certains qui ambitionnent et pensent que, justement, le magistère du président devrait continuer. What next? Comment est-ce que vous positionnez par rapport à cela? 42 ans, c'est assez, c'est peu pour asseoir véritablement une ambition pour un pays? Non, je l'ai dit, le chef de l'État, sur ce plateau, il y a 2 semaines, que le président Biya nous a tout donné. J'ai présenté sa vision. Libéralisme communautaire, grandes ambitions, bout du tunnel, grande réalisation, émergent 2045, c'est une vision. Et une vision n'est forcément pas... Elle peut être éternelle, mais l'individu même, nous passons. Oui. Le président Biya nous a laissé, nous donne une vision qui restera. Moi, je loue la vision. Et comme l'a souligné le docteur Mbok, les piliers du libéralisme communautaire sont utiles pour notre développement. Cette vision doit rester, elle doit demeurer. Elle est pour nous une richesse. Mais à 90 ans, on ne peut plus être ambitieux pour briguer des mandats. On n'est plus futuriste. On parle de vous. Juste ici, le président ne s'est pas prononcé. Moi, je fais mon avis. Ces partisans qui lui demandent. Mais ces partisans sont dans la démagogie parce qu'ils veulent rester là. Ce sont eux qui nourrissent, ceux qui alimentent ce discours que Metienge tient ici. Ce discours démagogue est malhonnête. De croire qu'un patriarche qui a tout donné, 62 ans, au sommet de l'administration et au sommet de l'État, il peut encore donner aujourd'hui. Non! Merci. Il nous a donné le meilleur de lui. Il y a certes des choses que nous décrions et le docteur Mbok l'a souligné, qui partent même beaucoup plus de ces créatures, de ces collaborateurs. Parce que moi je dirais une chose, pour chuter. Le chef de l'État a géré le pays comme si nous avions déjà des institutions fortes. Et c'est ça son erreur. C'est-à-dire, dans un pays où il y a des institutions fortes, on nomme des gens et on sait que les gens incarnent ces institutions et font le travail qu'il faut faire. Mais il s'est trompé. Pourquoi? Nous sommes dans un pays où il y a la barbarie encore dans nos têtes, où les gens parlent... Non, je parle de nous. Oui. Je n'ai pas dit les gens. Nous. Ça veut dire que nous réfléchissons encore, comme dans les années 40, où les gens pensent qu'ils représentent leur communauté, où ils sont élites, ils sont patrons d'une entreprise, mais élites de leur village. Pour prouver quelque chose. L'erreur. Pour corroborer la barbarie, comment on peut couper un arbre à 4 millions si ce n'est pas la barbarie? Si ce n'est pas la barbarie, l'erreur du chef de l'État a été qu'il a géré le pays comme dans une nation où les institutions sont fortes, alors que les institutions étaient encore à mettre en place pour certains et à compléter, comme l'a souligné le monsieur Essoba, en disant que on a eu l'impression que on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire la régulation et les institutions venaient après. C'était son erreur. Ce n'est même pas la Je vous laisse la parole. On a compris. Merci. Monsieur Nanga. Alors, le Cameroun de Paul Biya, aujourd'hui, c'est de gros points d'interrogation, beaucoup de supputations. Véritablement, on a vu des médias étrangers qui se questionnaient même encore sur l'impression, y a-t-il véritablement encore un maître à bord? Pas un maître fabriqué, mais un maître légitime. Parce que les Camerounais ont besoin de voir clair sur leur avenir. Aujourd'hui, lorsqu'on les interroge, il y a beaucoup de suspicions, les gens sont tendus, on s'interroge, qu'est-ce qu'on fait? C'est la croisée des chemins. Vous, en tant qu'acteur politique, pensez-vous que, véritablement, le concept rigueur moralisation soit arrivé à bout de souffle et que peut-être c'est le temps de passer à autre chose en termes de référentiel idéologique? Merci une fois de plus. Je voulais dire ici que le renouveau et la rigueur, la moralisation, tous ces pans-là se sont essoufflés dès le départ de la course. Parce que on ne peut pas se permettre que des gros slogans sans toutefois faire asseoir déjà d'abord des institutions fortes. Parce que lorsque nous regardons notre société aujourd'hui, la gouvernance du renouveau s'est perdue par la plus
haute concentration de la corruption au Cameroun. Voilà le premier point, et la faiblesse des institutions. On va parler, je me suis toujours posé la question sur quelle gouvernance le Cameroun a pris son départ. Parce qu'à partir de là, quelle était la gouvernance, quel était le système qu'ils ont opté. On va bel et beau bien parler du libéralisme communautaire. Si le libéralisme communautaire a donc été bien implémenté tel que les gens sont en train de le façonner aujourd'hui, il y a vraiment problème. C'est que à l'intérieur de l'appareil du RDPC même, Oui. ils ont vassalisé la chose et l'utilisent au fin d'une certaine servitude tribale. Oui, il faut qu'on le dise. Tribal? Oui, tribal. Parce que... Comment ça? Oui, regardez un peu. Aujourd'hui, on vous parle assez des élites. Élite gauche, élite droite, Oui. élite. C'est à partir de là que cette histoire est concentrée. Et quand ils sont concentrés, maintenant, donc, alors, quelle est la qualité du gouvernant? Quelles sont les qualités des gouvernants? Vous allez voir, comme on a dit tout à l'heure, les gens qu'on nomme à tâtons. Il y a même d'autres que le président de la République est nommé, qu'ils étaient déjà même décédés. Vous comprenez qu'il y a un véritable problème. Oui, il y a vraiment un vrai problème. Cela veut dire que nous sommes dans un pays qui n'est pas gouverné. Il n'y a pas un guide dans ce pays. C'est juste ces institutions-là qui se jettent des anathèmes aujourd'hui, comme vous avez vu, là, tel lance le pic à l'orque, l'orque lance le pic à l'orque. Cela veut dire qu'il n'y a pas de véritable mec, mais nous n'avions qu'un souverain à laquelle tout le monde s'adosse. Il suffit seulement que quelque chose arrive dans son oreille, on dit, après on va dire, par haute instruction du chef de l'État, même ces inscriptions, même à laquelle il n'est même pas au pouvoir, est-ce que c'est une république encore là-bas? Merci, monsieur Nanga. Timothée Somba, la question pourrait rester la même. 42 ans après, y a-t-il encore à mettre à bord dans le bateau Cameroun? Stéphane Barga, c'est comme si vous avez choisi les questions les plus délicates. Je pose des questions que les Camerounais se posent. Voyez-vous, Y a-t-il encore à mettre à bord? j'ai introduit avec une chanson de Congo Président qui parlait de l'état des villes, notamment de Yaoundé, qui date de 1988. Et dans laquelle il regrette qui? Il regrette André Fouda, qui était le tout-puissant délégué de la communauté urbaine, celui qui a succédé aux Blancs. Oui. Et nous sommes, lorsque vous écoutez cette chanson de Mokongo Président, elle est d'une actualité. Quelqu'un se disait, vous nous perdez là. Le Congo Président parle de la salubrité. Oui. Il parle des querelles foncières. Nous sommes en 1988, c'est-à-dire à peine 6 ans après le renouveau. Oui. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui que lorsque certains sur le plateau prennent l'option de la diversion, de la démagogie, c'est par manque, c'est uniquement par la mauvaise foi. Si vous décidez de comparer le bilan Aïdjo au bilan Bia, prenez Aïdjo sur 25 ans et vous prenez Bia sur 25 ans. Faisons dans 42 ans, enlevons 25 ans de 42 ans et on voit là où on était il y a quelques années. Vous verrez qu'il y a eu des problèmes. Le dernier recensement de la population date de quand? Est-ce que c'est un recensement fiable? Comment peut-on faire des recensements alors que les gens n'ont pas de CNI, ont des récépissés depuis 4 ans? Aucune politique ne peut être planifiée sans les chiffres. Simon Messiengue tout à l'heure a parlé des chiffres, des données militaires. Oui. C'est sur les chiffres que repose la planification stratégique du développement. Le Cameroun n'a pas de chiffres. On n'a pas de CNI. On n'a pas de statistiques qui donnent des statistiques. Le dernier recensement remonte à quand? On ne peut pas recenser les gens sans CNI. On ne peut pas recenser les gens sans acte de naissance. Pourquoi, à quoi nous sert le BUNEC aujourd'hui? À quoi aujourd'hui nous sert le BUNEC qui était censé dématérialiser les procédures d'État civil? L'Union européenne finance le BUNEC, mais toutes les municipalités freinent des 4 faits sur la dématérialisation de l'État civil. Parce qu'on a encore besoin de négocier sur les âges. Si on va au niveau de l'économie, en moins de 20 ans,
On a allé des programmes PPTE qui nous ont été imposés. Oui. On a déflaté les fonctionnaires, on a titrisé la dette. Nous sommes arrivés au DSCE. Nous sommes arrivés le DSCE n'est pas allé à son terme. DSRP, le DSRP n'est pas allé à son terme. Émergence 2045. Avant l'émergence 2045, on vient d'élaborer la SND crâne. Ceci traduit quoi? La navigation à vue. Peut-être pas la navigation à vue, mais une mauvaise planification. Et la mauvaise planification, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chiffres. Parce qu'on a hyper centralisé, on ne peut plus tout contrôler à partir de Yaoundé. C'est le professeur Conchu Komeni qui parlait à cette époque de les effets pervers de l'excroissance du territoire. Le Cameroun est un grand pays qu'on ne peut pas gérer à partir d'un point unique. Oui. En 1996, une fois encore, le président Biya, quelqu'un sur le plateau a dit un jour, pas sur le plateau, dans une discussion en off, et c'est une autre personnalité du pays, m'a soufflé récemment qu'il a l'impression que le président Paul Biya est né avant son temps. Parce qu'en termes de vision, il n'y a pas meilleur visionnaire. Mais le gros problème, c'est que la machine qui n'a pas une excuse facile. Non, c'est pas 10, 20 ans, 30 ans, je le prouve. La machine qui l'entoure ne le comprend pas. Il a évoqué ça tout à l'heure. La machine qui l'entoure ne le comprend pas. Si vous avez suivi la dernière interview d'Eric Tchindji sur la promotion des libertés, il a dit, après un échange, c'est sa confession, après un échange avec le président de la République, le président lui demande d'organiser un débat comme celui-ci. Un débat dans lequel les Camerounais peuvent s'exprimer librement, exprimer leur frustration. Il a le OK du président, on donne les moyens. Et c'est même le président qui lui donne les deux noms qu'il doit inviter en premier. Abeni Biele et le feu Roger Gabriel Lep. Mais c'est le ministre secrétaire général de la présidence de l'époque, Edouard Akamou Foumou et Fauchivé, qui interdisent la diffusion de l'émission dont Eric Tchindji a confié qui n'est jamais passé aujourd'hui. Il traduisait dans cette interview ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Cameroun. 18 janvier 1996, qui est le document juridique phare de la gouvernance du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on dit à l'entame de la Constitution dans le dispositif? Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Mais la décentralisation commence à être vécue à partir de quel moment? L'État central semble freiner. 20 ans plus tard. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on tire peut-être sur le ministre des Travaux publics à boulet rouge. Mais c'est parce que lui-même a aussi un problème de communication. Sinon, en termes de réalisation... Alors, Timothée Somba, la communication ne va pas inventer la roue. Lorsque vous promenez dans Yaoundé, vous avez l'impression que même avec communication, lorsque vous faites Yaoundé Douala, même avec la communication, qu'est-ce que la communication peut faire? C'est un bilan aussi médiocre. J'ai commencé par le problème de la décentralisation. Je ne suis pas là pour défendre le ministre des Travaux publics. Vous pouvez aussi le faire. Mais je note, c'est un fait. C'est le ministère qui décentralise le plus les compétences et les ressources. Ah oui. C'est le ministère qui décentralise le plus les compétences et les ressources. On ne peut pas faire le procès de quelqu'un sur un héritage dont il n'a pas été le maître. Le ministre des Travaux publics est là depuis 9 ans. En 9 ans, il a bitumé 3000 km de route. Bitumé, réhabilité, entretien confortatif et autres. 3000 km de route. Mais vous faites le procès sur Ede Douala, une route de 20 ans, sur Moutengele, une route de combien d'années? Allez parler du ministre des Travaux publics aux populations du Nyong Infoumou. Le Nyong Infoumou est aujourd'hui un département dont tous les arrondissements sont ralliés par route, comme à l'ouest. Vous pensez que vous pouvez mal parler du ministre Nganou Djoumessi dans le Nyong Infoumou? Donc, il faut faire... Moi, je dis, celui-là devrait communiquer aussi davantage. Et c'est le président de la République, Paul Biya, qui leur dit, le tout n'est pas de faire, mais il faut faire savoir aux populations ce que vous faites. Parce que quand vous ne faites pas savoir aux populations ce que vous faites, vos détracteurs vont leur ouvrir les yeux sur ce que vous ne faites pas ou sur ce que vous auriez dû faire.
S'il te plaît, Stéphane, en quelques Vous avez secondes. cité Timothée, Oui. le temps a commencé à nous J'espère que manquer. nous on va parler. Oui, vous parlerez. On a évoqué tout à l'heure la question de l'équilibre régional sur la cohésion. L'équilibre régional n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est une très bonne chose, mais elle doit évoluer. Le gros problème aussi, l'un des gros problèmes aussi du régime Biya, c'est la lenteur dans la modernisation, dans l'adaptation. La faiblesse Simon de- Metinga a parlé tout à l'heure des libertés. À quel âge ont nos lois sur les libertés? Elles ont 34 ans. Entre-temps, les mœurs ont tellement évolué. Donc, il y a l'obsolescence du cadre juridique. On a des querelles foncières aujourd'hui. L'instrument juridique qui gère le foncier au Cameroun date de quelle année? 1974. Vous trouvez que c'est normal? Où sont les réformes? On développe un pays avec des réformes probantes. Quand vous dites non, est-ce que 42 ans, c'est suffisant pour le président de la République, Paul Biya? Je vais me fier à la dernière actualité. Et je vais emprunter son expression. Lorsque le président de la République, Paul Biya, est rentré, après qu'on l'a annoncé pour tout ce que vous savez, les Camerounais ont jubilé, ont festoyé. Pourquoi? Les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur de perdre leur éternel espoir qui est le président Biya. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que le président Paul Biya nous a donné la parole pour qu'on puisse lui dire c'est bon et pour qu'on puisse aussi lui dire c'est mauvais. Il faut que certains nous permettent de lui dire que c'est mauvais pour que, à l'orée du 8e mandat qui s'apprête à briguer, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il doit le briguer, qu'ils tiennent aussi en compte ceux qui ont décidé, qui ont pris le courage, et c'est un courage énorme que de venir sur un plateau et de dire que quelque chose ne va pas dans le régime Biya. C'est un courage énorme. Donc, nous prenons ce courage, nous prenons ce risque de décrier certains pans qui auraient pu être optimisés pour dire au président Biya, lorsque vous allez briguer ce mandat, parce que nous allons voter pour vous, puisque vous êtes le seul à arranger tout ce qui a pu être dérangé à un moment donné, voici les leviers sur lesquels il faut actionner. La décentralisation, pour moi, de tous les secteurs, est le levier majeur. Merci Timothée Somba, merci. Jean-Moïse Mbok, les Camerounais ont peur. Ils veulent ajouter encore 100 ans sur leur éternel champion. Mais à ce niveau, n'est-ce pas là un des manquements majeurs du renouveau? Cette incapacité à pouvoir fédérer et susciter des ambitions qui amènerait à ce que le Camerounais n'ait pas peur d'un avenir sans le président Paul Biya. Bon, moi je crois qu'on a plus peur de l'absence de vision dans la projection que de perdre M. Biya. Il y a le libéralisme et tout ça. Ça date de 88. Peut-être révisé en quelle année, Simon? Est-ce qu'il y a le tome 2? Mais bon. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut le dire de manière très franche. Je l'ai toujours dit ici. Moi, la chose que j'ai toujours reprochée à notre chef de l'État, c'est l'absence de suivi des instructions et des recommandations qu'il donne. J'en veux pour preuve ce qu'Éric Tchindjé a communiqué combien d'années plus tard. Parce que justement, vous ne pouvez pas donner une instruction. Vous voulez voir ceci. Créer un cadre de communion avec les populations. Et Dieu seul sait que depuis des années, les Camerounais le réclament. Vous ne lui tenez pas rigueur pour le fait qu'il n'y ait pas eu aussi des espoirs, des jeunes talents de la politique capables peut-être de faire comme lui aujourd'hui, que le Camerounais soit à supputer que Dieu lui accorde 100 ans de plus? Bon, c'est peut-être une stratégie, mais est-ce qu'il imaginait lui-même que ça devait arriver à ça? Je ne crois pas. Moi, ce que je pense, c'est que quand on prend le pouvoir, on pense à tellement bien travailler que le successeur soit même embarrassé par la qualité de votre travail. Oui. En fait, donc du coup, on n'a pas peur de partir, parce que certains des chefs de tenants donnent l'impression qu'on a peur qu'ils partent, mais c'est un monsieur qui circule dans le monde entier sans problème. S'il n'est plus président, ce n'est pas un problème, en tout cas pas pour lui, ni pour sa femme ou pour ses enfants. C'est l'un des rares chefs d'État encore en fonction qui n'a pas de procès CPI, machin. Non, il est clean. Donc, faut pas qu'on donne l'impression que s'il part, ça va être dangereux pour nous.
Et je dis donc que ce n'est pas ça le problème. Le problème des Camerounais, ce n'est pas la crainte absolue du départ de M. Biya. C'est que s'il n'est pas là maintenant, Boya, on fait comment? Parce que ces gens ont donné l'impression, et c'est pour ça que j'ai dit dans mon premier propos, ce que je lui reproche, mais aujourd'hui les autres ont déjà suffisamment dit, je ne parlerai pas de lui, je parle de ses lieutenants. Parce que Stéphane, aimer et respecter quelqu'un, c'est travailler au respect des instructions qu'il donne. Oui. Quand vous donnez les instructions à votre épouse ou à vos enfants, vous attendez que ce soit respecté. Moi je dis les silences du chef ne devait même pas étonner les Camerounais, ça devait étonner ses collaborateurs. Parce qu'il est arrivé, et je constate simplement que ce n'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. En 2024, on peut gouverner par des silences. Non, c'est des natures. Ce modèle de management est encore productif. Faire 3 ans dans le silence et espérer que autour de vous ça change. Disons-nous la vérité. À un certain âge, on peut difficilement changer quelqu'un. Surtout quelqu'un qui a choisi de communiquer comme un sage. Et comme l'autorité le disait, il est très en avance sur son temps. C'est quelqu'un qui estime que s'il vous a dit gérer le ministère des Sports, vous avez la compétence, vous avez l'humilité nécessaire pour consulter les collaborateurs autour de vous, vous avez l'humilité nécessaire pour appeler la société civile, les médias et l'ensemble de richesses qu'il a participé à construire. Comme le docteur Vouna le disait, on reconnaît quand même au niveau, par exemple, de l'enseignement que en Afrique, et en Afrique, à CEMAC, nous sommes les premiers. Ce n'est pas un débat. Au niveau des institutions universitaires, et ainsi de suite, vraiment, nous ne sommes pas à la traîne. On lui reconnaît beaucoup de choses. Mais seulement, quand il dit à un ministre, voilà la communication, il n'attend pas que la presse vienne commencer à crier que l'aide à la presse a diminué. Il attend que le ministre se comporte vraiment comme son représentant dans la globalité, soit avant-gardiste. C'est un monsieur qui n'a jamais bloqué la réforme. Et il ne faut pas que les siens donnent l'impression que c'est un monsieur qui est dans une tour d'ivoire et qui est parfaitement inaccessible. La plupart des gens qui parviennent à le rencontrer sont étonnés par sa simplicité, par le fait qu'il communique, et quelqu'un l'a dit, par la clarté de sa mémoire. C'est-à-dire que parfois quand j'entends des gens dire qu'il est sénile jury, parce que très peu l'ont rencontré. Alors, on a un monsieur qui est très en avance sur son temps, qui communique à demi-mot avec les siens. Regardez, il vous montre son attitude qui ne change pas. Quand il sort, il va saluer le chef du gouvernement, il va saluer X, saluer Y, il parle avec son SGPR. Il vous montre que, vous qui discutez les hautes instructions là, je m'adresse à lui. C'est à lui que je parle. Quand il rentre, il vous donne le même message. Les hautes instructions, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas un jeu comme certains veulent s'amuser. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur qui est en charge de la conception et de l'application des hautes instructions fait? C'est un autre débat. Mais je vous dis simplement que c'est un monsieur qui a choisi une méthode qui ne marche pas avec les Camerounais lambda. Voilà. C'est une méthode qui ne marche pas avec tous les citoyens parce qu'on leur fait simplement confiance. Le Camerounais, avant, avait de la peine à jeter de son ordure sur la peau de banane. La peau de banane, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas juste jeter. Il y a toujours une réponse prête pour la défiance. Quand vous dites, mais pourquoi tu fais ça? C'est la route de mon père. Quand il passe le temps à voler l'argent là, ils font quoi avec cet argent? Ça vous montre que les Camerounais sont arrivés à un niveau où ils n'ont pas de plateforme d'expression. Les réseaux sociaux arrivent donc, et c'est là que ça explose. Une fois de plus, et Timothée le disait, puisqu'on ne s'ajuste pas, on ne s'adapte pas, on ne rattrape pas les choses à temps. Les réseaux sociaux sont un indicateur du malaise populaire. Les gens n'ont pas de problème fondamentalement avec les difficultés sociales, mais c'est qu'on n'a pas d'explication sur les projections. Il fut une époque où il a dit serrer les ceintures, nous traversons le tunnel. Tout le monde le savait. Il y avait une orientation qui était donnée. Coup de cœur pour les lions. Merci. On a continué. Bout du tunnel. Merci. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où Simon va donner tous les chiffres qu'il donne. Moi, je m'arrête sur l'INS. Ces chiffres ne sont pas faux. Il faut le dire. Mais je me tourne vers l'INS. C'est ça qui m'intéresse. Parce que peu importe la taille de notre PIB et de tout ce qu'on produit, s'il n'y a pas un impact dans le panier sur le citoyen lambda et le panier de la ménagère, où est le problème entre notre réalité économique et le transfert se fait comment? Est-ce que ce sont des mauvaises routes qui empêchent que l'argent arrive
à la ménagère. La ménagère dans Tanit. Taux Est-ce que- d'alphabétisation est-ce que- 61% avec des écoles sans banc, sans Merci. table banc. Alors, L'université vous voyez que avec des laboratoires le problème- de la- S'il vous plaît. Le problème qu'on a donc aujourd'hui, c'est que oui, le gouvernement Biya fait des choses, ne communique pas, pour et certains. vous vous souvenez que je l'ai toujours dit ici, ne communique pas, et de l'autre côté, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision. Pour une fois, dans le milieu politique et dans les élections à venir, tous les citoyens commencent à demander aux autres partis politiques que votre projet même, c'est quoi? lequel? Quand vous demandez au RDPC, on vous dit, allez lire le libéralisme communautaire, qui date de combien de temps? Moi, je vais sortir en suppliant les nôtres du RDPC d'intégrer que tous les Camerounais ne sont pas leurs ennemis. Puisque moi, j'ai voté RDPC. Mais j'estime que quand il n'y a pas de communication, l'absence de communication, c'est un manque de respect. Quand il n'y a pas de communication, c'est un manque d'amour. Parce qu'on aime, on communique. Quand vous aimez vos enfants, votre femme, vous avez envie de faire un message. Il n'y a pas de communication. De l'autre côté, parfois, vous avez des gens qui ont des attitudes tellement condescendantes que vous avez l'impression qu'ils veulent vous narguer. Parfois, ils ne veulent pas vous narguer, ils sont timides. Ou ils n'ont pas de moyens de communiquer avec vous. Mais on arrive à un niveau où, aujourd'hui, les Camerounais veulent non seulement entendre leur chef, ou entendre quelqu'un que le chef a mandaté pour Merci. leur dire voilà où on va. S'il n'y a pas ces éléments de base, le jeune qui est en train de réfléchir à aller dans le désert aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il n'y aille pas? Merci Jean. Le jeune, s'il vous plaît. Une seconde, pardon. À un an de la présidentielle, en Oui. principe, le chef aurait déjà dû se prononcer sur sa candidature ou pas. Merci. Moi, je reste sur la réalité, on va Stéphane, chuter. et je sors là-dessus, parce qu'il faut bien qu'il rentre avec ce rapport, c'est que nous, de la société civile, la jeunesse dans sa globalité, Oui. a besoin d'une vision. On n'a pas de vision. Réinitialiser tout Vous au dites moins. SND 30 là. Jean-Marie, C'est très intelligent. On va chuter avec M. Messengue. Non, c'est très On va intelligent et compris. très relevé. On va On veut compris. donc que nos ministres apprennent à descendre vers nous et qu'ils communiquent avec nous Et ils ne sur feront tous les ça. médias, pas seulement sur un seul média. Merci. Simon Messengue, je ne pose pas de questions. Vous avez suivi tout ce qui est dit. Le champion du RDPC est-il toujours l'homme de la situation? Je rappelle une chose, la dernière fois que j'ai pris la parole, c'était à 21h50. Nous sommes à 22h30. C'est dire clairement que ne faisons pas d'un débat un plateau de bavardage. Et permettez que les uns et les autres parlent. Sinon, Vous avez la parole, hein? oui, mais justement, je le dis parce que je suis au regret de dire que je laisse tout le monde parler. Mais lorsqu'il faut donner des éléments pour étayer la lanterne, on est dans la logique de vouloir couper, on ne sait pas ce qu'on cache. En tout cas, le RDPC a des faits. Et c'est clair, c'est visible. Je vous ai donné des chiffres. Vous ne voulez pas des chiffres. Le RDPC Vous ou voulez- le renouveau. Vous voulez Le je renouveau n'a je pas parle fait du pour RDPC ici parce que je suis du RDPC. Je communique pour le RDPC. Je suis en train de dire ceci. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mené et mène ce pays de la manière la plus optimale possible que personne des vivants au Cameroun ne peut le faire. Je le dis de façon péremptoire en regardant tout le monde en face. Ça, j'ai parlé tout à l'heure de la divination. Je le dis pourquoi. Lui-même ne Je l'aurait sais même que la bienséance voudrait que quand on parle, l'autre se tait. La provocation Simon, la provocation légitime existe en droit. Quand vous dites des choses qui donnent l'impression que vous provoquez les gens, acceptez que les gens réagissent. Merci. Allez-y, Simon Messengue. Pardon. Non, le temps Simon Messengue, là, nous sommes en train d'aller où? Puisque vous dites qu'il nous dirige, il nous accompagne. Jean-Marie, permettez à M. Messengue de nous en accompagner. 2025. Il y a le temps. Le Cameroun va où en 2025? Dites-nous, aidez-nous à comprendre. Je vous ai dit, ici, quand je le parlais, j'ai suivi que les gens veulent rester dans les ragots. On a dit, on fait, les gens ne mangent pas. Le temps ainsi de de suite, parole ainsi que de tu suite. perds. Je voudrais dire que quand, en 1982, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, quand vous voulez parler de quelqu'un, il sort d'où? Quand il prend le pays est comment? Vous le dites aux populations. C'est comme Comment ça j'ai qu'on parlé dit. de ça? Alors, de ce fait, je vous dis donc que en 1982, il y en avait 200 sociétés. La majorité étaient des sociétés parapubliques et des sociétés publiques.
2023, il y a 209 000 sociétés, petites, moyennes et grandes Quel est entreprises. l'impact sur le quotidien? S'il vous plaît, ce n'est pas... Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Mais vous êtes journaliste au moins. Non. Alors, prenez des notes. Simon, le débat n'est pas au magistrat. Le problème où je vais vous dire des choses. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, Stéphane, je vous provoquer les gens. Je jure que 200 000 débats. Ce débat, je comprends qu'aujourd'hui c'est un débat biaisé. En fait, vous étiez dans l'autre de flageller, de flageller. Si vous ne voulez pas entendre le ton de cloche, je suis dans le regret de savoir que c'est un débat biaisé. En fait, on voulait flageller. Alors, flageller, la revalorisation. Parce qu'à un moment donné, s'il vous plaît, je dis ceci. Ce sont des faits non, vous n'avez rien à ce sont des faits disent il y a mais vous voulez dans la flamme. Je suis désolé. Aujourd'hui, un pays où je suis dans le regret, Stéphane, de dire que vous ne faites pas votre travail. Vous laissez passer qui la caméra la chance de combat. Mais tu me donnes pas la chance d'infus. Allez-y. Ce sont des vous n'avez jamais qu'on a pas. Vous avez eu le temps de faire ce constat. Qu'est devenu la caméra? Si vous étiez au moins sincère, vous saurez que il y a des vrais faits. Vous saurez qu'aujourd'hui, au-delà des ragots et des choses qu'on monte ici, parce qu'on veut faire plaisir à X ou Y, je suis dans le regret de vous dire que aujourd'hui, le plus grand contributeur de l'État au Cameroun, c'est justement ces 209 000 sociétés. Ils contribuent à hauteur de 50% du budget. Bon Dieu, quand vous venez ici, vous la l'endettement du budget au Cameroun, je vais vous dire, j'ai un autre taux d'endettement. Ça veut dire que 12 000 milliards, vous faites des ragots, 12 000 milliards. Voici le budget 2020. 12 000 milliards. Le budget 2020, nous sommes à plus de 40%. Monsieur Somba, je suis dans le regret de dire que je vais commencer à me méfier des informations. Le budget 2023, je vous rappelle que le fisc, c'est 2883 milliards de francs CFA. Les douanes, c'est 1113 milliards de francs CFA. Je vous donne des chiffres, je vous donne des éléments. Je ne suis pas dans les ragots. Et donc, ce fait quoi les finances? Sur 6312 milliards de francs CFA. Alors, si je dis le contraire, alors je voudrais dire que je crois que à Info TV, on fait des débats, on ne fait pas des plateaux de bavardage. Je suis dans le regret de dire que Ahidjo avait raison. Ahidjo a dit ceci en finissant son discours. Il dit, j'invite tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, Paul Biya. Il mérite la confiance de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci Simon Messengue. Merci pour cette chose. Merci à vous d'avoir été présent. Merci aussi à vous d'avoir abondamment réagi. Malheureusement, le temps imparti à cette super production de Ouro Africa n'a pas permis qu'on puisse restituer les millions de messages parvenus sur nos différentes plateformes. On va rester attentifs aux célébrations du renouveau. Quant à nous, retrouvons-nous lundi prochain lorsque ce sera 21h à Yaoundé, au Cameroun. Un pays où les gens payent les impôts, l'impôt contribue au développement. Is